Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, on a une chance énorme d'écouter, pour se faire comprendre. Nous recevons 3 médecins du sol. 3 médecins du sol. Et ces jours-ci, avec la température qui augmente, il faudra qu'on puisse déjà anticiper sur les conséquences de cette température qui est en train de monter. Madame Lydia Ramael, mes respects. Bonsoir, Monsieur Grabin. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, votre fonction première, en dehors de tenir le thermomètre? Alors, je suis ingénieure géotechnicienne de formation et même ma formation initiale, c'était le génie civil. Et aujourd'hui, je suis gérante d'un bureau d'études qui s'appelle Résurgence Caraïbes. Bon, ben, on va vous écouter pour bien comprendre ce qui doit se passer. Monsieur Diris, bonsoir. Bonsoir. Tout le plaisir bonsoir. est de vous accueillir chez nous. Eh ben, merci. Et bonsoir à tous les auditeurs de Zouk TV. Je vous poserai la même question. Vous êtes infirmier du sol. Alors, moi, je suis ingénieur du bâtiment de l'École des travaux publics de Paris, et je dirige un bureau de contrôle. Et donc, à ce titre, je m'occupe aussi un peu de géotechnique. Monsieur Paul Bourriou. Moi, je suis ingénieur géologue de géologie de Nancy, la grande école de l'époque. Et je suis plus professionnel de la géotechnique pour l'instant. Je suis surtout expert judiciaire. Et donc, nous sommes tous les 3 membres du COBATI. Et donc, je suis responsable depuis sa création de la commission risque naturel, qui est une commission très forte du COBATI. Lydia est avec moi, Didier nous rejoint de temps à autre. Voilà. Donc on va essayer de parler de ça. Effectivement, je suis très content que tu reprennes ma phrase d'être le médecin du sol que j'ai lancé comme provocation pour que les gens essayent de mesurer ce que c'est que de gérer le sol, mais Lydia va nous l'expliquer. Alors Lydia, elle va nous donner l'explication. Nous avons tous notre médecin. Le sol aussi, il a son médecin. Et malheureusement, beaucoup de personnes s'imaginent, un terrain, on doit tout mettre dessus. Peu importe le poids, peu importe le tonnage, ça doit tout recevoir. Et c'est là la complication. Alors, un terrain, on ne peut pas tout mettre dessus. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des dispositions constructives à prendre par rapport à la nature du sol, par rapport au projet. Mais au-delà de parler tout de suite du sol, il faut déjà parler des constructions, quel type de construction qu'on apporte sur ces sols. Maintenant, après, on parle de quoi? Des terrains en pente, des terrains peu pentus. En tous les cas, nous, l'étude de sol, il faut y venir si on doit y venir. Pour l'étude de sol, cette étude, pour nous, elle est, en tous les cas, alors, pour resituer les choses, dans les années 80, il y avait une obligation de faire des études préliminaires dès qu'on déposait un permis de construire. À cette époque, nous, géotechniciens, on consultait l'Atlas des risques. Et puis en 2004 est venu le plan de prévention des risques, que nous consultons toujours, parce qu'en fait, c'est vraiment ce plan qui a établi une cartographie, qui a déterminé les aléas, qui a déterminé les enjeux. Et donc, ces plans de prévention des risques ont été révisés en 2014, si je me souviens bien, et ces révisions sont en cours. Donc, c'est déjà une base de travail pour nous, géotechniciens. Maintenant, pour d'autres, il y a le PLU, qui est une base de travail aussi, pour les architectes. Voilà. Donc, en tous les cas, pour les géotechniciens, le plan de prévention des risques, c'est notre base de travail. Parce qu'en fait, une fois qu'on a une demande pour le projet de construire, on s'y réfère. On sache pour se demander, en fait, cette parcelle est soumise à quel aléa et quel est le niveau d'aléa. Donc, un exemple simple, si on a un terrain qui est dans un aléa fort, on va faire appel à une deuxième carte qui s'appelle une carte réglementaire. Et cette carte, parfois, établit la possibilité de faire ce qu'on appelle des études de risque. Donc, en fait, c'est des études qui vont prendre en compte tout le versant,
On ne sera plus à l'échelle de la parcelle, mais on sera à l'échelle du versant. Et maintenant, si on maintient toujours cet aléa fort, nous, on décide qu'aucune étude ne peut se faire dans ces zones-là. Maintenant, quand on a un aléa faible à nul, quand on a un aléa moyen, là, on peut faire des études. Et c'est ce qu'on fait sur l'ensemble de la Martinique. Et une fois que vous avez établi ce risque, que vous avez informé le client, quelle est sa réaction première, à part être déçu? Alors, il faut savoir que dans le cadre de l'étude de sol, il n'y a pas que le client, il est déjà au courant de son risque, hein, parce qu'en fait, quand il va à la mairie, quand il va demander le PLU, en fait, en général, on lui donne aussi le PPR. Et donc, en fait, il est déjà au courant de ce risque. Maintenant, nous, on va venir, en fait, et on va analyser son sol. On va lui dire quelle est la nature de son sol, quelle est la géologie de son sol, quelles sont les caractéristiques géomécaniques de son sol. Et une fois qu'on a déterminé tout ça, on va établir un rapport qui va donner des dispositions constructives. Donc, il va lui dire comment, puisqu'il nous a présenté un projet, on va lui dire comment adapter son projet à la parcelle. Mais là, on est dans une étude qui est à l'échelle de la parcelle, mais en sachant qu'on tient compte de ce que nous, on appelle dans la géotechnique la zone d'investigation géotechnique. Donc, on ne se contente pas simplement de la parcelle, on regarde aussi ce qui se passe en périphérie. Voilà, exactement. Et donc, une fois qu'on a émis ce rapport, ce rapport, il est exploité par les bureaux d'études structure. Et, donc, les bureaux d'études structure vont concevoir tout ce qui est plancher, fondation. Didier Deris pourra nous en parler davantage. Et après, ce rapport est aussi exploité par l'architecte. Parce qu'en fait, dans les dispositions constructives qu'on va donner, en fait, il faudra bien sûr adapter la maison. Je donne un exemple simple. On va dire, par exemple, il faudra faire un radier en fondation. Si le projet était avec un demi-sous-sol, il va falloir revoir le projet parce qu'en fait, le demi-sous-sol ne s'adapte pas à cette fondation. Donc voilà. Donc en fait, nous, le rapport qu'on émet est exploité par les différents acteurs de la construction, même jusqu'à l'entreprise de terrassement, parce qu'il y a une partie qui est très importante. Après, vraiment, je ne sais pas si les entreprises de terrassement lisent nos rapports, mais en tous les cas, il y a une partie. Mais peut-être que ça se fait au niveau des bureaux d'études structure, qui leur transmettent les formations. Mais en tous les cas, nous, on donne des pentes de talus à respecter et des hauteurs à respecter en fonction de ce qu'on a déterminé sur le sol. Voilà. Monsieur Deris, vous recevez donc l'information de madame, vous analysez, vous faites ce qu'il y a à faire pour dire au client, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Oui, alors donc, comme elle vient d'expliquer, l'étude de sol est fondamentale. Et je dirais que, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude de sol peut être faite avant même d'avoir acheté le terrain. Et j'invite les gens il y a intérêt. Voilà, c'est-à-dire que de bien savoir ce qu'ils achètent. Donc, comme Lydia vient de nous le dire, de consulter les plans de prévention des risques, parce que sur le plan de prévention des risques, on vous donne un document qui concerne la parcelle, et sur ce document, vous allez voir si votre terrain est inondable, s'il y a des risques de glissement de terrain, etc. Donc, consultez-le, parce que les conséquences sur la construction peuvent être très importantes. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous construisez à Fort-de-France, il faut savoir qu'à Fort-de-France, malheureusement, nous sommes sur un terrain qui est dénommé liquéfiable, c'est-à-dire qu'en cas de tremblement de terre, le terrain peut se liquéfier. Le bon sol se trouve à peu près à 30 mètres de profondeur, et donc quand vous construisez à Fort-de-France, il faut faire des pieux. Et il faut savoir qu'un pieu, ça coûte à peu près 30 000 € l'unité. Donc si vous avez 10 pieux à faire, vous avez 320 000 € de pieux pour une construction qui va peut-être coûter 200 000 €. Donc les fondations vont coûter plus cher que la maison. Donc quand au départ vous vous dites je vais sur une maison qui coûte 200 000 € et puis qu'on vous annonce que vous avez autant à mettre dans les fondations, ça devient compliqué. Donc c'est important
de connaître ce rapport de sol, parce qu'à partir de ce rapport de sol, on va décider de quel type de fondation on va faire et comment on va gérer le sol. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les fondations, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Je veux dire que quand vous marchez sur vos deux pieds, si vous avez mal aux pieds, vous ne pouvez pas marcher, même si tout le reste est en bon état. Et bien pour les maisons, c'est exactement la même chose. Donc les fondations, c'est vraiment quelque chose de très noble. Et donc il faut pas faire n'importe quoi. En général, il y a ce qu'on appelle le bon sol. Donc on définit des caractéristiques de sol sur lesquelles on doit poser la maison, et il faut respecter ça. C'est très important. Et il y a une chose qui est également très importante, c'est que vous avez souvent des venues d'eau dans le sol. Et donc il est important de connaître l'hydrologie du sol, de façon à gérer cette hydrologie, c'est-à-dire que si vous avez de l'eau, il faut pouvoir la récupérer et l'évacuer et l'envoyer sur des canalisations d'évacuation des eaux pluviales, de façon à ce que vous n'ayez pas de problème avec vos maisons. C'est Paul Mourulon. Finalement, lorsqu'on n'a pas respecté tout ça, on est obligé de faire appel à vous devant une expertise judiciaire. Oui, enfin, ou pas judiciaire d'ailleurs, mais il vaut mieux bien avoir traité tous ces problèmes avant. Et justement, c'est pour ça qu'il faut bien revenir sur ce qu'on disait. Mon allégorie du médecin que tu reprends, c'est exactement ça, en sachant que un médecin te fait ton diagnostic, suit ta santé. Donc permettra de savoir ce qu'il faut, mais après on va voir l'infirmier, on va voir le kiné, on va voir tout ça. C'est donc tous les autres intervenants qui ont été cités. Il y en a un qu'on n'a pas pensé à citer du coup et qui est très fondamental et que moi dans mes expertises je prends toujours comme sapiteur. Quand j'ai besoin de sapiteur, je prends un géotechnicien parce qu'il en faut pour faire des études de sol qui n'ont pas été faites avant. Donc je suis bien obligé de demander cette connaissance qui c'est pas parce que je vais le prendre dans la main que je vais savoir forcément exactement ce que c'est. Et je défie beaucoup de gens. Je prends 2 morceaux d'argile puisque c'est le plus traître, le plus fréquent. Et puis je leur dis, est-ce que les deux sont semblables? Et puis on regarde les résultats des essais de laboratoire et les gens sont souvent surpris. Donc ce qu'il faut voir, c'est que il faut intervenir aussi sur la topographie. Parce que même si les terrains ne sont pas très pentus, il y a toujours des dénivelés, des évacuations d'eau à faire, comme Didier Déris disait. Si on veut évacuer l'eau, il faut savoir les pentes, les emplacements possibles, il faut voir les limites de propriété. Il faut aussi regarder ça. Hein. Donc, pour moi, éviter l'expertise judiciaire, c'est ce qu'il faut au départ. Et quand j'ai pris des références récemment, là, sur une centaine d'expertises, on s'aperçoit que la plupart du temps, c'est des impressions trompeuses. Alors, je peux donner tout de suite une impression parce que c'est vraiment, à mon avis, très parlant, très typique. Il y a un entrepreneur, il y a quelques années, à Saint-Joseph, qui était tellement sûr de lui qu'il avait une belle argile bariolée, celle qui suit toutes les couleurs, qui a l'air d'une pâte à modeler, qui était fantastique. Il a coupé ça vertical à la pelle sur 3 mètres, et puis il en a fait 7-8 mètres de long. Il a dit à son ouvrier, commence à préparer le mur, hein, on se demande comment aurait été fait le mur, et puis pendant ce temps-là, l'ouvrier, le pelliste, continue à droite. Ce qu'il a oublié de voir, c'est qu'il y avait des vibrations, que l'argile, elle a ses limites, et que tout est tombé d'un seul coup sur le pauvre type qui est mort. Donc voilà le genre d'erreur à ne pas commettre. Il était fier de lui, j'ai 25 ans d'expérience, on me prend pas comme ça, etc. Parce que je signale, et là je vais plus loin que ce que disent les géotechniciens souvent dans mes exigences à travers ces expériences-là, c'est que la Martinique, elle est comment dirais-je, elle passe, elle est parcourue par des fracturations de tout niveau. Il y a des failles importantes, des failles moins importantes, des petites, et en fait, les rochers qu'on voit sont en général comme des gros morceaux de sucre, parce qu'il y a des fracturations tridimensionnelles à cause de la rétractation. Quand la lave s'est refroidie, elle s'est rétractée, et donc il y a ces trucs-là. Et par là circulent beaucoup d'eau et de minéraux, donc le chimisme change, et les sols ne sont pas homogènes. C'est pas parce que j'ai un échantillon de 10 cm3 ou 20 cm3 dans la main que je connais la totalité des 100 ou 200 m3 qui sont concernés. Donc il faut bien regarder tous ces aspects-là. Hein. Madame Ramael, quand on écoute tout le monde, c'est un métier.
Il ne s'agit pas d'avoir une pelle, une pioche, un marteau, et puis un hache-clou, et puis on se dit on suit. Alors non seulement c'est un métier, mais en fait c'est aussi, en fait, Paul-Louis l'a rappelé, mais c'est aussi vraiment penser l'interaction avec chacun des intervenants. C'est-à-dire que les téléspectateurs qui nous écoutent, je vais insister dessus, mais à partir du moment où vous avez un projet, vous devez vous dire qu'en fait, vous devez avoir tous ces intervenants. Le géomètre, parce qu'en fait, lui, il va vous sortir la topographie de votre terrain. Après, vous aurez l'architecte qui va commencer à concevoir votre projet de vie, on va dire ça comme ça. Et après, vous aurez le géotechnicien qui, lui, va tenir compte de votre projet de vie et voir comment on peut l'adapter avec les informations qu'il va recueillir suite à cette étude de sol. Une fois qu'on a ça, après, vous avez un bureau d'études structure en fonction des données qu'on va lui transmettre, qui va dimensionner vos ouvrages, mais qui va justement optimiser, parce qu'il a de vraies données, enfin, il va optimiser plutôt qu'en fait, on se dise, bon, en fait, j'ai construit le mur de monsieur Intel il y a déjà 2 ans, il tient, donc en fait, comme ça, la parcelle d'à côté, je refais le même mur. Sauf qu'en fait, on a peut-être, comme Paul-Louis disait, cette argile bariolée, mais elle n'a pas la même capacité. Donc, elle peut pas, on va dire rapidement, supporter le poids de la même manière. Et donc, une fois qu'on a le géotechnicien, le bureau d'études structure, après, il y a le contrôleur technique. Didier Deris, c'est son métier. Et l'objectif, c'est de contrôler tout le monde. Et de montrer que, en fait, chacun a respecté, en fait, les préconisations de tous ces intervenants au final, en fait, on aura tous le même objectif, que le projet de vie puisse s'adapter à la parcelle et que ce projet, il soit durable, quoi. Voilà. Et on a souvent vu par le passé des erreurs, de grosses erreurs. S'il faut énumérer la liste, on est là pour encore 2 ans. On a eu, tout près de nous, Mont-Galbas, on a eu Galériam, on a eu la RN9, on a eu des erreurs comme ça, et on a eu un entêtement de certains qui finalement ne sont plus au pays lorsqu'on parlait de géotechnique. On a eu l'exemple de Séguineau, on s'est battu lourdement sur ça. On voulait nous faire avaler une couleuvre qui ne passait pas. Oui. Monsieur l'expert judiciaire. C'était juste un problème de ce qu'évoquait Didier Deris tout à l'heure. C'est l'eau dans l'argile, et les sols qui sont mis à nu, qui s'altèrent beaucoup plus vite qu'avant. Donc quand on creuse une tranchée et qu'on répare sommairement en remettant des tuyaux, il faut faire attention à bien drainer déjà. Si on ne le fait pas, la tranchée sert de passage d'eau. Donc pendant des années, c'est parce que c'est ce que j'explique toujours dans les expertises que je fais, les argiles c'est très imperméable. On prend de l'argile, on fait couler de l'eau, ça ne rentre pas. Mais ça peut rentrer quand même très lentement. Et l'ordre de grandeur que les gens n'arrivent pas à comprendre, même si ça varie beaucoup entre 2 types de sols argileux, ça peut être 10.4, 10.8, 10.10, enfin, c'est-à-dire ça peut être 1000 à 10 000 fois plus. En gros, pour simplifier les choses, l'eau peut pénétrer de 1 cm par jour dans un massif argileux. Il lui faut un trimestre pour avancer d'1 mètre. C'est pas en 5 minutes que l'argile va... Donc, on parlait de cet exemple-là. Pendant des années, ça s'est passé. La canalisation, ça pèse, ça vibre. Un jour, l'argile du fond, c'est ce qu'on appelle la thixotropie. Elle est tellement imbibée qu'elle est arrivée à sa limite de liquidité. Et comme du yaourt, avec la vibration, ça fait écouler. Et puis les tuyaux se déboîtent. Parce qu'ils étaient même pas bien attachés les uns aux autres, ils étaient tout juste emboîtés. Et voilà, bon, mais ça c'est un exemple, mais on peut en trouver tellement. Par contre, il y a un élément que je suis surpris, avec tout ce qu'on a évoqué là, il n'y a pas une fois où on a évoqué le séisme encore. Et non, pourtant, chaque chose. Et pourtant, dans nos approches, tout de suite... Visiblement, tu as envie de trembler, mais enfin, jamais. Non, mais dans nos approches, dès que je sais qu'on embête les gens, mais on les oblige dès le début, comme Lydia a expliqué, dans la conception de l'architecte, dans la façon... Il faut que tout de suite ce soit présent, parce que c'est pas le jour du séisme qu'il faudra commencer à réfléchir ce qu'il aurait fallu faire. Donc je lance la balle sur le séisme.
Oui, donc ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que quand on calcule un mur de soutènement, puisqu'on parle de ces soutènements, en général, on ne calcule ni la pression d'eau, ni la pression exercée par le séisme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la pression d'eau peut être jusqu'à 3 fois supérieure à la pression qui est exercée par le terrain, par le sol. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'est pas en capacité de drainer correctement cette eau va venir s'accumuler derrière le mur et mettre une pression qui va casser le mur, de façon certaine. Bon. De même que les tremblements de terre, on ne calcule en général les murs que lorsqu'ils sont en relation directe avec le bâtiment ou lorsque on a des bâtiments, ce qu'on appelle des bâtiments de classe 4 en séisme, c'est-à-dire des bâtiments dont on doit assurer la continuité de fonctionnement, comme un hôpital, par exemple, où là, effectivement, les murs de soutènement qui éventuellement vont être réalisés le long des voies qui accèdent à cet hôpital devraient être résistants au séisme. Bon. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut faire très attention. Moi, j'ai eu 2 exemples. Donc j'ai eu un mur qu'on a calculé très récemment et donc le front, on avait un front qui était plutôt rocheux d'ailleurs, donc qui était d'assez bonne composition. Il n'y avait pas d'eau. Et puis un jour il y a eu une petite onde tropicale un petit peu forte et on a vu sortir une fontaine littéralement, enfin une quantité d'eau inimaginable qui est sortie derrière le mur. Alors pas partout, mais à certains endroits. On a eu l'occasion de construire également un bâtiment, enfin j'ai contrôlé un bâtiment qui se trouvait justement pas loin de celui qui s'est effondré à la Galleria. Il y avait des quantités d'eau tellement importantes derrière ce mur qu'on a dû mettre 2 fines milles pour pouvoir évacuer l'eau. C'est pour vous dire que l'hydrologie, c'est pas simplement des barbacanes. Souvent, les gens, ils mettent des barbacanes et puis ils pensent que ça suffit. Les barbacanes, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait un système de drainage correct derrière. Donc, ça veut dire un drain correctement fait. Il faut que ce drain soit évacué, c'est-à-dire que le système de drainage aille vers des canalisations d'évacuation des eaux pluviales. Et puis, en général, on met ce qu'on appelle les barbacanes, c'est-à-dire les tuyaux qui traversent le mur, c'est en supplément. C'est-à-dire que si jamais la quantité d'eau commence à monter un peu, pour que ça s'évacue. Et en général, quand on commence à voir que les drains n'évacuent pas du tout, on doit se poser des questions, parce qu'on a un risque sérieux sur la qualité du mur. C'est déjà bien de regarder que le drain ne fonctionne pas. Et c'est déjà bien. Oui. Et très souvent, on a tendance à vouloir faire de l'économie. C'est quand ça pète qu'on réalise qu'on a triché. Alors, par rapport à ce que... Quand elle faisait ses études, elle faisait des études sur le comportement du sol au séisme. Ça, c'était important aussi, quand tu faisais ça. Ça, c'est à l'époque. Alors, mais en tous les cas, je voulais quand même réagir par rapport à ce que vous disiez. Vous avez dit qu'en fait, que c'était les erreurs. Alors, il n'y a pas toujours que l'erreur humaine. D'accord? Alors, mais oui, non, il n'y a pas toujours que l'erreur humaine. Dans ces choses, il y a aussi un processus naturel de dégradation de nos terrains. D'accord? Et donc ça, il faut en tenir compte. Alors souvent, on remet beaucoup en cause les plans de prévention des risques. Mais parce qu'en fait, ces plans de prévention des risques ont gelé des terrains, voilà. Mais il faut quand même savoir que sans ça, on n'aurait eu aucun outil. Voilà. Et aujourd'hui, on a quand même un outil. C'est clair qu'il faut l'améliorer, parce qu'en fait, c'est un outil qui est pas à l'échelle de la parcelle. Hein. C'est de la cartographie quand même. Et c'est des grandes zones. Et donc, il faut aller voir aussi au niveau des parcelles ce qui se passe. Mais par exemple, on a aujourd'hui parfois cette possibilité. Quand on est dans un cas de lotissement, on a cette possibilité, on devrait
avoir cette possibilité d'analyser la stabilité du versant de ce lotissement. Sauf qu'aujourd'hui, il y a l'étude préliminaire qui est obligatoire, mais l'étude préliminaire, quand vous proposez à celui qui lotit la parcelle de faire une vraie étude de stabilité de versant, ben votre devis n'est pas accepté, parce que votre devis est beaucoup plus cher, parce qu'en fait, les forages sont beaucoup plus profonds. Et donc, en fait, il y a juste une petite étude préliminaire qui est faite. Et puis après, chaque client qui a sa parcelle fera son étude de sol. Sauf que l'étude de sol qui est au niveau de la parcelle, c'est pas cette étude de sol qui va mettre en évidence la probabilité de glissement d'ensemble. On aura des sondages qui vont nous alerter, on aura des choses qui vont nous alerter, mais qui vont nous dire, mais on sera toujours dans les glissements, on va dire superficiels, des glissements qui vont mobiliser, on va dire 3 mètres de terrain, où on sait que ces 3 mètres de terrain-là, on saura les stabiliser. Mais quand on a une dizaine de mètres, là, on rentre dans des ouvrages qui sont plus conséquents. Et donc il faut vraiment qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on réfléchisse à cette possibilité d'aujourd'hui de bâtir correctement sur les terrains qui le permettent. Aujourd'hui, les terrains qui sont déjà urbanisés, en fait, comme DJ le disait, il faut les accompagner plutôt dans le fait d'évacuer le maximum d'eau, d'assainir, de drainer. On a des techniques de drainage, on a des drains profonds qu'on peut mettre à certains endroits et trouver un exutoire. Enfin, il y a des solutions, mais il faut aussi pencher. Et puis le problème, c'est l'argent. Il faut trouver l'argent pour pouvoir le faire. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Voilà, il faut quelqu'un qui paye. Et des fois, le particulier, il a du mal. Déjà, ils ont du mal à payer leurs ouvrages de soutènement. Déjà ça. Heureusement que la CTM a lancé... ils vont peut-être communiquer davantage dessus, mais il y aura probablement une aide pour aider les particuliers à construire leurs ouvrages de soutènement. Maintenant, je pense qu'il doit y avoir des critères, mais en tous les cas, qui se rapprochent, en tous les cas, de la CTM à ce niveau-là. Mais c'est clair que l'eau, c'est un facteur et qu'il faut y réfléchir. Vous m'avez un peu titillé quand vous parlez de CTM. Parce que quand nous regardons les ouvrages, les murs de soutènement, que l'on prenne la maternité, qu'on prenne la rocade, qu'on prenne cette marque, beaucoup d'endroits, on s'interroge. Est-ce qu'ils ont un véhicule, est-ce qu'ils ont quelque chose pour aller vérifier les clous? Les tirants. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, on va pointer du doigt la CTM, mais il ne s'agit pas de pointer du doigt la CTM, il faut pointer du doigt chacun d'entre nous. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on construit sa propre maison, est-ce qu'on met un budget pour l'entretien de sa propre maison? Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun, que ce soit la CTM, les promoteurs, tout le monde doit penser à ce budget. À partir du moment où on a un patrimoine immobilier, il faut réfléchir au budget pour pouvoir entretenir ces ouvrages, ces bâtiments. Et aujourd'hui, les renforcer, si on veut glisser sur le séisme. Par contre, là, je dis aux médecins, attention, il faudrait peut-être insister et rappeler aux maîtres d'ouvrage, quels qu'ils soient, public ou privé, aller les trouver et leur dire, dites donc, tu n'as pas fait ta visite de contrôle, il faut faire un petit diagnostic. Et quand on parlait des tyrans, c'est sûr que quand on voit les tyrans du prêcheur, parce qu'il y a pire encore que les premiers que j'ai fait à Sainte-Marie, ils ont 40 ans. Hein. Et effectivement, on ne voit pas, il y a beaucoup de gens de l'ADEAL qui m'ont signalé ça, on n'a pas l'impression qu'un capot ait une seule fois été soulevé pour faire les essais de contrôle habituels. Et là, le bureau de contrôle pourrait peut-être réagir. Surtout quand il y a eu des tremblements de terre. Voilà. Parce qu'après un tremblement de terre, normalement, il faudra aller vérifier les tirants d'ancrage, parce qu'il peut s'être passé des choses dans le sol suite à ces vibrations du séisme, quoi. Et on pleurait là pour l'instant, mais je veux tout le temps rappeler ça aux gens. C'est pas pour jouer les Cassandres, c'est pas pour pleurer, mais il faut bien se rappeler que depuis plus de 50 ans, qui est le plus gros de la construction qui est intervenu en Martinique, on a eu ni cyclone, ni séisme. Donc, on construit... Ni gros cyclone, ni gros séisme. Oui, enfin, c'était des cyclonettes. Hein. On a eu quand même. Edith a quand même marqué les aspects. Le séisme de 7.2, il était à 160 km de profondeur. Bon, enfin, hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on calcule tout.
on s'organise tout, on réfléchit tout en fonction du séisme et cyclone, on ne l'a pas et il y a pourtant des désordres. Donc il faut peut-être s'interroger. Et je me suis permis l'autre jour aussi une statistique que j'ai voulu minimaliste, enfin sans excès. Quand on voit le nombre de permis qui sont déposés, quand on voit le nombre de personnes qui font de la géotechnique en Martinique et leur capacité donc de production, on a la preuve évidente. Moi j'ai dit 1 sur 2, on m'a aussitôt corrigé, on m'a dit non, c'est 2 sur 3 qui ne sont pas étudiés. Donc 2 permis sur 3, ou 2 ouvrages sur 3, enfin 2 études géotechniques sur 3 ne sont pas réalisées alors qu'elles devraient l'être. C'est quand même une bombe à retardement. Si on a un cyclone, si on a un séisme, ce jour-là, c'est déjà les ouvrages qui sont faits avec ce dont on a parlé depuis le début, c'est juste. Mais alors les autres, il faudrait aller voir tout de suite tous les massifs de terrain qui sont soutenus derrière des murs, et puis faire des prélèvements, que ton bureau d'études fasse des teneurs en eau, et que tout de suite on soit alerté, etc. Enfin, il y a une prise de conscience à faire. Il y a un gros contrôle à faire là, c'est certain. Ah oui, non, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas cette notion d'entretien. C'est assez surprenant. Les gens... pour le bâtiment. Je parle du bâtiment, mais moi, je parle de tout. Je parle également des murs de soutènement, etc. Non, mais on est toujours dans le bâtiment, parce que l'entretien de ses jantes, on sait faire. Non, mais bien sûr. Mais enfin, on parle bien de la construction. Mais ce qu'il y a, c'est que les gens ont l'impression... Je veux dire... Quand vous avez une voiture, chaque année, vous l'emmenez pour faire la révision, l'essence, l'huile, etc. Bon. Et la maison, on construit la maison, et puis 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne regarde rien du tout. C'est pas possible. Je veux dire, il y a des choses qui se modifient. Et moi, ce que j'allais dire aussi, c'est que il y a certains signes auxquels il faut faire attention. Par exemple, si vous avez des fissures dans votre sol qui sont donc perpendiculaires à la pente, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous voyez effectivement de l'eau qui ressurgit pas loin de chez vous, à côté, etc., c'est pareil. Si jamais vous voyez des bourrelets qui se créent, vous voyez, si vous voyez de la terre qui commence à monter un peu en partie basse de votre terrain, c'est pareil. Là, vous avez vous voyez, donc il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut faire très attention, comme il faut faire attention aussi à la qualité du béton, à tout un tas de choses. Mais c'est important, et c'est important de faire appel à des professionnels pour pouvoir savoir si votre bâtiment ou votre ouvrage est toujours de bonne qualité. Parce que, vous savez, enfin, je pense que tout le monde se souvient de Bela et de Dorothy, qui avaient été de petits cyclones. Je crois que c'était catégorie 1. Par contre, ils avaient donné des quantités d'eau extrêmement importantes. Et Clos aussi. Et donc on s'aperçoit que quantité d'eau ne rime pas forcément avec gros cyclones. Ça peut rimer avec des petits cyclones, et notamment ce qu'on appelle des queues de cyclones, qui parfois vous apportent énormément d'eau. Et quand on voit ce qui s'est passé à Sainte-Marie, il y a 2 ans maintenant, 3 ans, où il n'y a pas eu une quantité d'eau extrêmement importante, et pourtant, on a vu, il y a 170 maisons qui ont été affectées. Donc je veux dire, il faut vraiment faire attention, s'inquiéter des choses, faire une étude d'hydrologie, parce que vraiment, s'il y a de l'eau qui s'accumule derrière vos murs, ou votre bâtiment d'ailleurs, parce que ça peut être aussi derrière une maison, tout ça doit alerter les gens, et on doit faire ces entretiens, ces études pour s'assurer que la maison est encore en bon état. Donc c'est là où justement on s'aperçoit d'une chose, la décennale, à un moment donné, il n'y a plus personne. Oh, c'est là. C'est pas parce qu'on a terminé le dernier coup de pinceau qu'il faut se dire qu'on a fini le bâtiment, c'est fini. Non. Il faut régulièrement venir analyser, régulièrement tester, sonder, vérifier. Alors déjà, ce qu'on pourrait dire aux téléspectateurs, c'est assurez-vous
assurez-vous que tous vos intervenants aient une assurance décennale. Et une assurance décennale en lien avec son métier. C'est-à-dire que... C'est tout ça. Oui. C'est-à-dire que nous sommes géotechniciens. L'assurance décennale couvre la géotechnique, ne couvre pas du terrassement ou je ne sais pas trop quoi. Donc il faut vraiment faire attention. Et donc, mais vraiment, la personne vous demande, en tous les cas, aujourd'hui, il y a sur notre territoire, il y a des géotechniciens qui ont leur assurance décennale. Il y en a d'autres où on se pose des questions. Donc en fait, il faut vraiment faire attention. Et je pense que pour les bureaux d'études de contrôle, vous n'êtes pas si nombreux que ça, et puis il y a une réglementation. Mais en tous les cas, vraiment, le maître d'ouvrage, il faut vraiment qu'il s'assure que tous ces intervenants aient au moins cette assurance responsabilité civile et décennale, parce qu'en fait, il y a une réalité, c'est-à-dire que nous, on garantit les choses pendant 10 ans. Après 10 ans... Oui, mais la meilleure... au moins déjà, il y a déjà les 10 ans. Mais comme Paul voulait le dire, la meilleure garantie, c'est de s'entourer des professionnels. Parce que si c'est bien fait, ça tiendra 30 ans, 40 ans, parce que c'est vrai que le désordre que moi je vois à travers ces retours d'expérience, d'expertise, c'est souvent 10, 15, 20, 25 ans. Mais là, il n'y a plus personne. Les assureurs viennent toujours autour de la table dans l'expertise, etc. Mais ils se défaussent très facilement. Donc la personne est toute seule. Alors si elle a fait de très bonnes études avant, etc., elle se couvre de ce risque-là aussi. C'est-à-dire à ce qu'à 25-30 ans, son bien sera toujours correct, même si elle l'a mal entretenu. Et ça me fait plaisir d'entendre toutes ces approches qu'il faudrait avoir. Et je me dis quelquefois aussi que donc le géotechnicien, il faut qu'il soit en lien avec le géomètre. Il faut qu'il regarde le séisme et qu'il donne ses impressions dans son rapport. Qu'il fasse la même chose pour l'eau, comme on a dit. Mais aussi, il faut qu'il puisse proposer de revenir. Une petite visite d'1 heure, c'est pas grand-chose. Tous les 5 ans, par exemple, venir faire le tour, voir les aménagements qu'on a réalisés. Est-ce que ça change le fonctionnement de ce qui avait été prévu ou pas? Et qu'est-ce que ça a donné? Et il y a des choses qui sont imperceptibles. Enfin, moi, je l'ai souvent vécu avec l'œil de Lydia. Bon, elle arrive, elle me dit « Oula, tiens, est-ce qu'on a regardé ça ?» Voilà, c'est... Oui, je voulais rajouter concernant donc la décennale. Donc il y a donc effectivement la décennale pour les entreprises, mais il y a ce qu'on appelle la dommage ouvrage pour le maître d'ouvrage. Et c'est-à-dire qu'il faut savoir que le maître d'ouvrage a l'obligation de s'assurer, lui aussi, hein, dans ce qu'on appelle la loi Spinetta, qui gère donc l'assurance de l'acte de construire. Il faut que le maître d'ouvrage ait une garantie et sa garantie décennale. Et c'est très important parce qu'en cas de sinistre, s'il n'a pas pris de dommage ouvrage, il va se retrouver face aux assureurs des autres participants à l'acte de construire. Sauf que ceux-là, les gens qu'il a en face de lui sont des gens qui sont aguerris, qui ont l'habitude et qui vont le mener en bateau. Et de toutes les façons, il sera obligé d'aller au tribunal. Il est seul contre tous. Il est seul contre tous. Alors que quand il prend sa dommage ouvrage, c'est son assureur qui va le défendre. Et en général, à ce moment-là, déjà, pour réparer le dommage, ça va se passer entre lui et son assureur. C'est-à-dire que son assureur, je ne sais pas moi, imaginons que par exemple, il y a une menuiserie qui fuit. On constate que la menuiserie fuit. L'assureur va demander 3 devis à une entreprise. Il va prendre ce qu'on appelle le mieux-disant. Et puis, on va réparer le dommage. Et donc, entre le moment où il y aura le dommage et le moment où ça sera réparé, il va se passer 2-3 mois maximum. Par contre, s'il n'a pas de dommage ouvrage, il faudra attendre que le tribunal dise oui, effectivement, l'entreprise Tartampion est coupable et donc c'est elle qui doit réparer. Et donc l'assureur de l'entreprise veut bien réparer. Et là, ça peut prendre 10 ans. Donc la différence entre la présence du dommage ouvrage et l'absence... Oui, non, mais l'assurance en général existe. C'est surtout si l'assurance existe toujours. Okay. Parce que c'est l'assurance qui est... Voilà. Donc c'est important de prendre une dommage ouvrage. Vous vouliez rajouter?
Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce que DJ vient de dire. Oui. Bon, maintenant, quel que soit le bâti, on doit pouvoir à n'importe quel moment expertiser, conforter pour éviter le pire. Est-ce que tu fais souvent des études comme ça? Alors, en tous les cas, moi je trouve depuis quelques années, depuis quelques années, c'est quand même récent, j'ai de plus en plus de diagnostics à faire quand les particuliers font de la réhabilitation ou des choses comme ça. Maintenant, en termes par rapport au confortement parasismique, ça c'était déjà de fait, quoi. La plupart du temps, les donneurs d'ordre demandent des diagnostics géotechniques, mais de plus en plus, c'est quelque chose que je remarque, les architectes tout de suite conseillent à leurs clients de faire le diagnostic géotechnique qui vise à... tout simple, à déterminer est-ce qu'il y a des fondations sur la maison, parce que la maison, elle a 30 ans, 50 ans. Est-ce qu'elle a des fondations? Quel type de fondations? Quelles sont les dimensions, donc la géométrie de cette fondation? Et surtout, sur quel sol elle est posée? Et une fois qu'on a donné tous ces éléments, bureau d'études structure vérifie est-ce que cette maison est en capacité de reprendre la nouvelle charge qui est apportée, des choses comme ça. Donc après, pour le parasismique, le diagnostic il se fait, c'est toujours les reconnaissances de fondation, l'analyse du site, déterminer nous sommes en présence de quel type de sol, quel est le bon sol, à quelle profondeur se trouve le bon sol, est-ce qu'on a une nappe, à quelle profondeur est cette nappe, est-ce qu'on a des circulations d'eau ponctuelles, voilà. Tout ça pour déterminer les dispositions à prendre, des tranchées drainantes, des choses comme ça. Et ce sont des études vas-y. Oui, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que le sol intervient de façon extrêmement importante dans la réponse sismique. C'est-à-dire que si vous voulez, à partir... et ça, c'est des choses que les gens ne savent peut-être pas, mais si vous voulez, si vous êtes par exemple sur un sol très raide, vous allez avoir des vitesses assez rapides du séisme, et donc vous allez sentir un séisme très rapide en fait. Alors que si vous êtes sur un sol de mauvaise qualité, comme à Fort-de-France, vous allez avoir des fréquences beaucoup plus basses, et donc ça va prendre ça va partir comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des fréquences du sol qui seront très proches des fréquences de ce qu'on appelle la fréquence propre du bâtiment. C'est-à-dire que plus votre fréquence du sol est proche de la fréquence du bâtiment, et plus vous aurez des destructions. Et donc, si vous voulez, quand vous avez un bâtiment, par exemple à Fort-de-France, sur un terrain qui est liquéfiable, qui est de mauvaise qualité, vous allez avoir beaucoup plus de destruction que vous allez en avoir, par exemple, sur un bâtiment qui est sur un bon sol, que vous allez trouver, par exemple, dans les hauteurs de Schellcher ou à Sainte-Luce, où vous avez un sol très raide. Vous avez même des cas de sol, ce qui s'est passé, par exemple, à Mexico, lors du grand tremblement de terre de Mexico. Il faut savoir que lors de ce tremblement de terre, l'épicentre du tremblement de terre se trouvait au large d'Acapulco. Ouais. Et en fait, les ondes ont traversé Acapulco et elles sont arrivées à Mexico, qui est à plus de 600 km d'Acapulco. Bon. Et là, elles ont été piégées, les ondes. Et ça fait comme une peau de tambour. Et donc le résultat des courses, c'est que ça a provoqué un phénomène un peu particulier qui a fait qu'on a eu cette destruction à Mexico. Et ce sont des choses qu'on peut voir arriver en Martinique. Donc c'est pour ça, tout ça pour dire que il est vraiment important, pour faire des bons calculs de séisme et pour savoir comment on renforce, et de connaître bien le sol, de connaître à la fois à quelle profondeur se trouve le bon sol, mais savoir les caractéristiques de ce sol. Et si vous voulez, dans le calcul sismique, il y a des coefficients qu'on intègre et qui viennent du sol. Donc si on n'a pas ces coefficients-là, on calcule n'importe quoi, parce que les charges sismiques, elles peuvent être du simple au double, voire au triple
C'est l'analyse spectrale. Oui. Le Entre spectre autres, du sol. entre autres. Nous avons tenté de porter la réponse aux particuliers, à monsieur tout le monde qui veut construire autre, mais on a surtout oublié une autre catégorie de la population qui habite dans les HLM. Comment font-ils pour savoir s'ils sont en sécurité? Ben, en tous C'est les... les mots. Enfin, j'ai envie de dire que c'est peut-être les meilleurs, en fait. Voilà. C'est les Parce moins que- pires. parce que- C'est les moins pires. Oui, Ben, faut parce être honnête. que eux, de toutes les manières, ils sont cadrés et il faut qu'ils fassent appel à tous les intervenants, les différents intervenants qu'on a cités au départ, le géomètre, le bureau d'études structure. Donc, ils sont vraiment dans un processus, normalement, de bien faire les choses. Et puis, de toutes les manières, par rapport à la superficie de leur bâtiment, ils sont obligés, par exemple, de faire appel à un contrôleur technique. Donc, en fait, j'ai envie de dire, c'est ceux-là qui sont le moins... Là où ils à font mon la avis. différence, surtout, c'est dans la qualité et dans la prévention qu'ils mettent dans l'entretien. Ils ont des programmes absolument rigoureux d'entretien, courant, occasionnel, dit périodique, c'est-à-dire sur 10 ans, et puis des remises à niveau, y compris de l'environnement. Alors, on peut toujours faire mieux. On en parle quelquefois, parce qu'ils nous sollicitent à titre amiable pour avoir des avis. Mais ils regardent les murs de soutènement, ils regardent les parkings et les fuites, parce que eux ont très bien compris qu'une petite fuite permanente, ce qu'on évoque souvent, c'est une évacuation d'eau usée qui fonctionne pas bien et qui alimente un massif argileux en tête de versant dans un lotissement. C'est ce que Lydia a évoqué indirectement. Ben, il y a quelqu'un qui, en laissant ça, fait un cadeau empoisonné à tous les gens du lotissement autour, parce que peu à peu, année après année, tout le sous-sol argileux va être imprégné et va être en teneur en eau élevée, et va être d'autant plus faible en caractéristiques mécaniques et sensible à tout aléa qui se produira. Donc les HLM font attention à ça. Et j'ajouterais que c'est les seuls, quasiment les seuls, qui font de la réhabilitation sismique. C'est-à-dire qu'il y a sur les bâtiments qui ont été construits globalement avant les années 90, qui n'étaient pas très parasismiques, on va dire, la plupart des groupements HLM ont mis en place des gros programmes de réhabilitation sismique. Et d'ailleurs, ce sont des programmes même qui sont intéressants parce que de voir, il y a des techniques qui sont employées, qui sont un peu inédites et que l'on trouve souvent guère que dans nos départements. Oui, ça aussi. Oui, ce savoir-faire, il est présent, omniprésent. Absolument. Oui. Là, c'est jour aussi. Nos Gordons, il va de plus en plus faire chaud. Il commence déjà à faire très chaud. Et on commence à voir nos sols bouger. Quel est le risque avant d'arriver à la conclusion? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par nos sols bouger, oui. mais alors... On voit des failles. Non, alors il faut faire attention. Ce que vous voyez, ce sont ce qu'on appelle des fautes de dessiccation. Donc en fait, c'est parce que dans certains sols, il y a la présence des argiles gonflantes. Et donc du coup, ces argiles, en fait, en fonction de la teneur en eau, elles varient. Et donc vous allez arriver aujourd'hui sur certains terrains et vous allez voir le terrain qui est lézardé, qui est fissuré, mais parce qu'il y a ces fautes de dessiccation. Maintenant, ce qu'on risque d'avoir par rapport à c'est quand les pluies vont arriver, en fait. C'est quand les pluies vont arriver qu'à ce moment-là, quand on aura des talus qui sont dans des stabilités précaires, à ce moment-là, on risque d'avoir des glissements qu'on peut... alors, en fonction de la hauteur du talus, qu'on saura stabiliser ou pas. Mais c'est des analyses qu'il faudra mener. De toute façon, la fissure que tu vois en dessiccation, comme disait Lydia, tu la vois en surface. Oui. Si tu as à 80 cm une profondeur minimum de fondation ou au-delà, comme c'est souvent, la variation de teneur en eau est beaucoup plus faible et il n'y a pas ce retrait, il n'y a pas de rétractation, il n'y a rien. Donc, il faut 3 mois pour que ça s'imprègne. Il faut 3 mois pour que ça sèche dans l'autre sens. Hein. Donc, c'est l'évapotranspiration qui n'est pas permanente quand même. Hein. Oui.
Oui. Bon, ben, le temps qui nous est imparti commence à nous abandonner. Madame Ramael, si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle? Alors, la conclusion, faites appel aux professionnels. Voilà, on les a nommés, hein, le géomètre, le bureau d'études de sol, le bureau d'études structure, le contrôleur technique, l'architecte. Et puis, voilà, assurez-vous, comme Didier le disait, de votre dommage ouvrage et que chacun des intervenants ait son assurance décennale, responsabilité civile. Et puis, soyez vigilants, observez autour de vous ce qui se passe, ce que vous voyez votre arbre qui était bien droit, qui commence à se pencher, comme Didier Diris, vous voyez des fissures, ne colmatez pas tout de suite les fissures. L'exemple de Moncalbas, on avait des habitants qui avaient des fissures, qui ont colmaté sur plusieurs années. Et donc tout ça, ce sont des signes qui doivent nous alerter. Maintenant, vérifiez, enfin, faites en sorte de ne pas envoyer vos eaux chez le voisin, parce qu'en fait, vous altérez les terrains du voisin. Évitez de décaisser à tout va, quoi. Enfin, il faut arrêter les talus de plus de 3 mètres dans de l'argile, ça ne tient pas. Donc vos talus de 3 mètres subverticales, il faut arrêter avec ça. Maintenant, on a parlé rapidement des murs de soutènement, les enrochements aujourd'hui. Ben là aussi, hein, Didier pourra en parler peut-être mieux que moi, mais il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire, je ne sais pas si les gens se rendent compte de l'impact d'un bloc quand il dévale une pente. Et aujourd'hui, on voit fleurir des talus avec des enrochements. En dessous, il y a des maisons. Donc, en fait, il faut vraiment faire attention parce qu'on vous a donné 2 ou 3 blocs, vous faites ça, mais vous mettez en danger les maisons situées en aval. Oui, alors je crois qu'elle a déjà dit l'essentiel. Oui. Moi, ce que je rajouterais, c'est que on est donc dans une période un petit peu calme. En tout cas, donc, la période cyclonique va revenir dans quelques mois. C'est le moment d'en profiter pour pouvoir remettre un petit peu en état votre maison, aller vérifier tout ça. Prenez le temps, faites faire un diagnostic, regardez tout ce qui peut être amélioré, parce que après, quand le cyclone sera là, il sera trop tard. C'est la même chose au niveau sismique, c'est-à-dire que profitez de ce temps pour pouvoir un petit peu essayer d'améliorer vos maisons, de regarder si tout ce que vous avez est aux normes, est capable de résister, etc., de façon à ce que vous ayez le moins de dégâts possible quand les aléas vont arriver, parce que de toutes les façons, ils vont arriver. Oui, mais je pense que tout a été dit. Quand tu arrives en dernier. On était d'accord à l'entrée, on est toujours aussi d'accord à la sortie. C'est exactement ça. Allez voir le médecin. Hein, c'est tes premiers mots que tu as repris. Pour moi, le médecin du sol, allez le voir. Si c'est un bon médecin, il va te conseiller d'aller voir les autres spécialistes. Il va te répercuter, il va créer une chaîne vertueuse. Et alors, pour terminer, je voudrais quand même enfoncer une porte ouverte, à mes yeux. On dit toujours c'est plus cher, c'est plus cher, c'est plus cher. Ça n'est pas vrai. Parce que le professionnel va aider à éliminer toutes les dépenses superflues. Il va vérifier qu'il n'y a pas des coûts exorbitants pour rien. Et il va surtout adapter tellement le projet au contexte qu'on aura le meilleur rapport qualité-prix. Et en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, avec cette chaîne-là, quand dans 15, 20, 25 ans, il risque d'y avoir des problèmes, on ne va pas se trouver tout seul, sans garantie, sans rien. On verra les autres être embêtés, mais on restera tranquille. Si, par contre, on fait, comme ils ont dit, l'entretien. Et que l'entretien, ça se fait avec les yeux, le diagnostic. Et si on n'est pas sûr, on donne un coup de fil au géotechnicien. Écoutez, vous comprendre. Et le coup de fil, à propos de coup de fil, une chose qu'on oublie souvent de dire à tout un chacun, nous sommes dans un lieu à risque sismique et autres, cyclonique et autres. La première chose à faire, lorsque nous sommes dans cette situation, c'est de changer notre message sur notre téléphone. De manière à pouvoir, lorsqu'il n'y a plus de batterie, que l'on puisse savoir où vous êtes, qu'on puisse vous localiser. C'est l'urgence des urgences, des périodes de cyclone, de tremblement de terre, rapidement changer le message là. En tout cas, merci et à très bientôt.